en fait, je ne savais pas ce que j'allais trouver. C'est-à-dire que j'ai mis en place un dispositif sans savoir le type d'emploi et le type de situation de travail que j'aurais à affronter. Et c'est ça, à la base, qui m'intéressait. C'est-à-dire que, pour moi, un reportage, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on part avec nos idées reçues, la culture, une analyse économique, c'est-à-dire c'était la crise financière. Et donc, ça m'intéressait de voir le marché du travail pour quelqu'un qui n'a absolument aucune formation, puisque je me présentais comme une femme de plus de 50 ans, sans diplôme particulier, si ce n'est le bac, et sans CV. C'est-à-dire que je n'avais pas travaillé depuis plus de 10 ans. Donc, et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et à vrai dire, je n'ai pas trouvé ce que je pensais, d'une certaine façon. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais trouver des métiers du genre, vous voyez, caissière ou quelque chose comme ça. Donc des travaux petits, difficiles, mais pas précaires. Et j'ai découvert la précarité, ce que je ne m'attendais pas à trouver. Ce que j'entends par précarité, c'est un travail qui ne vous permet pas d'affronter l'avenir de façon sereine. Au départ, c'était, voyons, qu'est-ce qu'on devient dans un tourbillon économique comme celui-là ? Qu'est-ce que deviennent les populations, entre guillemets, les plus fragiles ? Donc là, je l'ai fait vraiment comme ça. Alors j'ai préparé au sens où j'ai cherché une ville où personne ne me connaissait, où je ne connaissais personne. Donc purement pas rencontrer quelqu'un dans la rue. J'ai cherché une ville donc, que je voulais assez grande pour ne pas qu'il y ait trop de questions. Pourquoi elle débarque dans un petit village. Donc une ville où un certain anonymat est possible, et une ville qui n'avait pas non plus, alors là je vais vous parler assez franchement, à Paris, les femmes de ménage sont principalement sorties de l'immigration. Et donc je me suis dit, ce sujet sur le travail va être absorbé par un sujet sur la condition d'une femme émigrée. Oui, voilà, ça va dériver vers autre chose. Et donc je voulais quelque chose de beaucoup plus basique. La première chose, c'est qu'on est confronté à quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'on vient avant la bagarre et pas après, comme c'est souvent le cas des journalistes. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait, moi, ce travail sur la précarité de cette manière, j'aurais attendu 2 ans après en disant « Ah, forte hausse du travail précaire ». Donc là, vous avez les choses un peu plus en amont. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que vous vous présentez tout à fait différemment par rapport à vos interlocuteurs. C'est-à-dire que si vous arrivez avec votre micro en disant « Voilà, je viens vous interviewer sur votre condition, vous êtes femme de ménage dans un ferry-boat », vous suscitez d'une certaine façon une plainte, ce qui va ou ce qui ne va pas. Et le second gros problème, en particulier dans le monde de l'emploi, c'est que les gens ne veulent pas prendre à leur compte. C'est-à-dire que qui va dire « Écoutez, moi j'ai un travail très compliqué, très mal payé, etc. Donnez-moi votre nom, oui, je vais avoir des problèmes avec le chef d'équipe, avec le patron, etc. » Donc les gens ne veulent pas s'afficher. Et ça vous donne cette impression parfois désagréable d'avoir tous ces papiers, les prénoms sont changés, etc. etc. Donc là, vous prenez à votre compte le sort d'autres personnes. Donc ça, c'est la deuxième des choses très particulière. Donc ça vous permet d'avoir une liberté de parole et un témoignage, j'allais dire, entre guillemets, de première main, puisque c'est vous-même qui y êtes confronté. Et la dernière des choses, c'est que vous ne suscitez rien chez les gens. Vos questions, même si vous êtes prudent, vont susciter un certain type de réponse. Là, pas du tout. Ce qui m'a dit, c'est le saut à l'élastique. Moi, je n'avais jamais travaillé comme ça, jamais fait ça, jamais parachuté dans une ville où je cherche un logement, où j'arrivais à Pôle emploi, je me disais quel CV faire, enfin, où c'était vraiment... Et ça m'a plu. Ça m'a plu, c'était comme... Vous savez, quand vous avez une pratique depuis un certain temps, moi je suis journaliste depuis de longues années, et à un moment, vous avez besoin un peu de revivifier votre pratique. Voilà, moi j'ai fait longtemps les faits divers. Pendant un moment, quand j'étais hors d'une cour d'assises, j'étais comme perdue. Voilà. Oui. Parce que voilà, l'habitude prend le dessus. Et l'intérêt d'être journaliste, c'est de ne pas avoir d'habitude. Alors ça, c'est quelque chose aussi que l'expérience apprend. C'est qu'en fait, pour un sujet, il faut réussir à trouver la manière où vous allez le traiter. Et c'est une chose très importante à laquelle on réfléchit peu, y compris dans les grands journaux comme Le Monde. C'est-à-dire que est-ce que
l'interview va être mieux? Est-ce qu'un reportage long va être mieux? Est-ce qu'une enquête, fouiller, chercher dans les rapports, chercher des trucs, va être plus pertinent? Quel est le meilleur angle d'approche? Je pense qu'à chaque sujet, en particulier les sujets sociaux, vous avez raison, qui sont difficiles qu'est-ce qui se passe dans une usine, qu'est-ce qui se passe, sont difficiles à pénétrer, des mondes difficiles à pénétrer, eh bien, il faut à chaque fois trouver cet angle et réfléchir avant. Et c'est un long travail d'approche qu'on minimise souvent. Et ce qui vous donne parfois, je vous dis, ce goût ou d'être trop lointain. Les femmes de ménage sont mal payées, oui d'accord, merci du renseignement. C'est ça. Donc comment rentrer au plus près sans dévider les banalités, sans mettre les gens en cause, sans les faire, voilà. Et c'est ce qui fait que pour des sujets qui ont l'air banals, la belle affaire, les femmes de ménage sont mal payées, je vais vous faire 300 pages là-dessus. Merci du tuyau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est intéressant que quand on est au plus près. Comme ce journaliste américain qui, dans les années 50-60, fait un bouquin pour dire qu'il y a du racisme aux États-Unis contre les Noirs. Vous dites, merci, on sort de l'esclavage, il y a encore des législations particulières dans certains États à cette époque. Quel besoin a ce type de se transformer en noir pour vous expliquer qu'ils sont racistes? Vous dites, merci les gars. Et bien pourtant, c'est passionnant. Parce qu'on est au plus près, parce qu'on est à ce qu'on ne sait pas. Un niveau de profondeur d'information qu'on ne connaît pas. C'est une méthode difficile, compliquée, qui ne va pas avec tout. Des fois, ça ne donne rien. Des fois, c'est extraordinaire. Des fois, ça ne donne rien parce que voilà, on est tombé au mauvais endroit. Puis c'est beaucoup d'investissement de temps. Alors les gens sont... Je me rappelle d'un boulot qu'avait fait une jeune journaliste chez Ikea. Pareil, en immersion, on travaille chez Ikea, peut-être que c'est pas... la malheureuse, elle a passé 6 mois chez Ikea à mal bosser, mais ça ne donnait pas quelque chose de probant. Voilà, c'était juste un boulot de merde. Mais il y avait pas ça ne dévoilait pas un mécanisme social, ça ne dévoilait pas il faut aussi de la chance. Voilà, donc pour le coup, j'ai eu cette chance. Alors, ça c'est un grand deuil dont je vais vous parler. C'est qu'on pense toujours, et c'est un peu un fantasme du journaliste français, c'est-à-dire qu'on va faire un avant-après. C'est-à-dire que on est tous un petit peu les arrière-petits-enfants d'Émile Zola qui fait J'accuse et mon Dieu, l'affaire Dreyfus bouge. Et alors donc on pense ça, on fait ça pour ça aussi. Hein. Je dis je vais y aller et puis après ça va être dingue. Écoutez, à Caen il y avait une douzaine d'entreprises qui emploient des femmes de ménage comme ça, ce type d'intérim. Eh bien les 3 dans lesquels j'ai bossé ont changé, ont payé les heures supplémentaires, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Et les 9 autres à Caen n'ont rien changé. Donc vous voyez, là aussi c'est du micro-résultat. Alors on peut se consoler en disant que la presse contribue à faire bouger les choses, c'est une condition nécessaire, hein, l'information est une condition nécessaire, pas suffisante. Faire bouger le travail précaire, c'est un mouvement très lent, et faire bouger tout ça. Et donc je pense que nous, on est une petite brique dans la construction d'un après, mais ça contribuera. Si c'est un minuscule filet dans les choses, ça me convient. D'accord, ouais. Très bien. Il faut prendre les choses humblement. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se tromper, accepter de perdre du temps, accepter de se lancer pour rien. Quand j'ai commencé à faire ça, les 3-4 copains à qui je l'ai dit, je dis pas qu'ils se foutaient un peu de ma gueule, mais pour eux c'était un peu grand guignol. Et je vais même vous dire une confidence personnelle, c'est-à-dire que je n'aurais pas osé faire ça, parce qu'il y a des grands prédécesseurs, on parlait d'Orwell qui l'a fait, donc il y a vraiment un monstre, voilà. Comme ça, il y a eu quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Günther Wallraff, qui a passé 1 an et demi déguisé en turc en Allemagne. Ce journaliste américain qui est devenu noir, qui en est mort après parce qu'il s'est teint la peau et il a attrapé un cancer de la peau à cause de cette méthode. Donc c'est des très illustres prédécesseurs. Et je n'aurais jamais osé me lancer. Jamais. Dire, mais pour qui tu te prends ouais. Mais ils vous ont inspiré. Bien sûr, ils m'ont pétri. Enfin, je veux dire, et j'ai osé me confronter à ça
me dire pourquoi moi je ne le ferais pas, pourquoi ne pas essayer. Parce que le chemin va vous sembler long, parce que j'ai été prise en otage en Irak. Et que donc, après tout, ce qu'on pouvait penser de moi, je m'en foutais. Oui. Ça m'a donné une liberté par rapport à mon propre métier. On me dira que c'est ridicule, et ben on dira que c'est ridicule, et je m'en fous. Ça m'a fait voir les choses, relativiser l'image qu'on aurait pu avoir de moi. En me disant qu'elle se prend pour qui celle-là, elle va faire le ménage, faire un bouquin... c'est quoi, c'est Bécassine à Caen, passant la serpillière? Non mais c'est ça qu'on me disait. Enfin, qu'est-ce que tu vas aller... Bien sûr. Voilà. Et je m'en suis fichue. Je me suis dit, on pensera ce qu'on pense. Et donc, il faut pouvoir, bizarrement, se dire, j'essaye, en toute humilité, quelles que soient les choses. Et pas avoir peur de se tromper, vous disiez. Oui, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de sauter dans le vide, pas avoir peur. Et puis, ça donne ce que ça donne.